Michael, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'accorder un peu de temps pour cette interview. Comme avec Jean-Philippe, on va commencer par une petite présentation de toi, ou du moins de ton équipe, de ta team. Et on va présenter aussi un peu ta vente sur Francolon. J'en ai profité parce que je trouve que c'est une très belle vente que tu nous proposes, avec de très belles origines. Et puis une fois les présentations faites, on parlera un peu de ta méthode de jeu. Tu essaieras de nous expliquer un peu le déroulement de ton suivi de colonie. Et puis on posera des questions diverses. Euh, tu peux Il n'y a pas de souci. te, tu peux te présenter, Michael, s'il te plaît? Il y a pas de souci. Donc, c'est déjà avec un grand plaisir que je vais répondre à toutes tes questions parce que je trouve que c'est une très belle initiative pour la colombophilie française. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place et ça fait vraiment partie d'une chose vraiment positive pour promouvoir notre sport. Donc, me concernant, je m'appelle Michael Wozniak, j'ai 42 ans. J'ai commencé la colombophilie à l'âge de 12 ans, donc ça fait 30 ans cette année. Alors j'ai commencé chez mes parents. Mon père était colombophile et mon grand-père maternel était aussi colombophile. Donc j'ai commencé tout simplement, en fait, je pense que c'est parce que j'ai baigné au travers de colombophiles. Et puis à l'âge de 12 ans, il y a eu un petit déclic comme ça, hein. Je ne sais même pas comment. J'ai voulu aller dans les pigeonniers et puis mon père m'a autorisé et m'a permis de pouvoir acquérir une petite équipe la première année de 5 couples de naturels, je me rappellerai tout le temps. Donc j'ai commencé comme ça, en apprenant tout doucement. Et puis déjà la deuxième année, comme il voyait que j'étais vraiment passionné et acharné, ben, il m'a laissé la colonie entière. Donc j'ai eu la chance à l'âge de 13 ans d'avoir la colonie d'une centaine de pigeons. Parce que mon père, lui, il était colombophile, mais passionné, mais pas joueur. Il Mhm. était plus dans l'aspect de vouloir, on va dire, partager avec ses copains, tout ça, mais il n'était pas colombophile dans l'âme, quoi. Il le Par faisait contre, mon... pour la camaraderie et pour l'amour de ses pigeons, quoi. ouais, c'est ça, mais sans objectif particulier, sans Mhm. se prendre la tête, quoi. C'était vraiment le colombophile qui faisait ça par passion, on va dire. Donc ta première licence, alors 12 ans, c'est ça? C'est ça en 92. D'accord. Bah, tu Non, vois, non, 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 90, pardon. en 90. 90, tu vois, En j'étais pas né. 90. Ouais. Donc c'est vrai que ça commence à remonter, hein, malgré j'ai que 42 ans, mais il y a quand même 30 ans de sport colombophile. Et Tu les as vus passer ces années-là où tu as vu une certaine évolution ou... ben, on va dire que, bon, on a une petite interruption, j'y reviendrai tout à l'heure, de 4 ans, donc de 2013 à 2017. On va dire que, allez, il y a eu deux étapes. Il y a eu la première étape où je jouais tout seul, donc j'avais que 13 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Euh, je jouais, on va dire, j'ai des très très beaux souvenirs. Après, j'ai connu Séverine, et donc là, on a commencé à former un premier team, et ensuite, là, les années, c'est vrai qu'elles ont passé très 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 vite, très 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 vite. Ouais. Ton palmarès, ton palmarès. Dis-moi un peu ce que tu... Alors, Je bon, crois que tu as comme déjà un sacré palmarès, je crois. bah oui, on va dire que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime gagner, je me le cache pas, hein. Je suis vraiment un compétiteur dans tout ce que je fais. Que ce soit, j'ai fait du football, j'ai toujours été compétiteur dans le foot. J'ai fait des concours de pêche, c'était pareil. Et les pigeons, je m'étais toujours fixé des objectifs. Et mon rêve, c'était d'être champion de France, je ne le cache pas, Hmm. depuis l'âge de 16-17 ans. J'ai côtoyé un grand monsieur dans mon département qui s'appelait Monsieur Demuynck, Hmm. qui a gagné 4 vases de sèvres, donc 4 fois champion de France. Et ce monsieur-là, c'était un grand copain de mon grand-père et j'ai beaucoup appris avec ces gens-là, quoi. Donc c'était Appris ton... à... tu le vois un peu comme ton mentor, là. C'est lui qui t'a appris alors, on beaucoup va de dire que choses. celui qui m'a tout appris, c'est mon grand-père. Après, ce monsieur-là était plutôt un idole, un exemple. D'accord. Je me référais à ce qu'il faisait pour essayer de faire la même chose, quoi. Hmm.
Ok. Voilà, donc jusqu'en, je vous dis, jusque tant que je connaisse Séverine, on va dire, j'ai pas eu de palmarès significatif. Et dès qu'elle est arrivée, ben, on va dire que déjà, c'était beaucoup plus facile pour les soins parce que quand on est deux, ben, on se complémente, hein. S'il y en Ouais, a un qui est à l'école, l'autre peut aider. C'est très important pour avoir des résultats parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Pour avoir de tels résultats, il faut être à 100% dans les pigeonniers. c'est ça. C'est ça. Donc, Donc, dis-nous un peu alors, on a, combien de fois alors on champion a de commencé. France? Alors, on a été 2 fois champion de France, toutes catégories. Hmm. Donc, on a obtenu 2 fois le Vase de Sèvres en 2008-2009. Et ensuite, on a fait quatrième, troisième et deuxième en 2010, 2011, 2012. Et là, après, ensuite, 2013, donc il y a eu l'arrêt des concours à Fournival. D'accord. Et pour devenir champion de France, toute catégorie, euh, si jamais il y a des personnes qui voudraient essayer de voir pour se concentrer là-dessus, si tu aurais des conseils à leur donner, de faire attention à quoi parce que toute catégorie, il faut quand même réussir à justement aligner des belles prestations dans toutes les distances, hein, c'est bien ça, hein. Oui, tout à fait. Franchement, c'est très, très difficile à gérer. Faut pas se le cacher. Aujourd'hui, ceux qui sont champions de France, toutes catégories, qui y sont tous les ans, on peut regarder. Il y a eu nous, ensuite il y a eu l'épopée de Oflac et Margry, mais ce sont des gens qui vivent pour les pigeons, Mhm. qui sont vraiment à 200% dans leurs pigeons, qui ont des gens qui les aident aussi. Je sais que Margry a son papa, Monsieur Oflac aussi. Moi et Séverine. Mhm. Et donc, je pense qu'il faut être vraiment au minimum déjà 2 pour pouvoir subvenir à tout ça, parce qu'il faut des pigeons de plusieurs catégories, il faut jouer les pigeonneaux à fond, enfin, il faut être performant partout, quoi. Ouais. Donc pour toi, championnat de France, toute catégorie, c'est obligatoirement beaucoup de sacrifices. Énormément de sacrifices, D'accord. énormément. Nous, on a tout sacrifié on va dire, de 2004 jusqu'à temps qu'on arrête. Hmm. Et quand je vous dis sacrifier, c'est vraiment sacrifier, c'est refuser des repas de famille très importants parce qu'on ne peut pas. Ouais. Alors, enfin, pour certains, ça va certainement paraître absurde, mais voilà, moi j'avais ce but-là d'être champion de France. On a tout donné, on s'est investi à 200%, on y est arrivé. Et voilà quoi. Maintenant, ben, place à autre chose. Maintenant, on est dans une autre optique. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir fait tellement de sacrifices, ça a joué aussi sur le fait de... Est-ce que ça t'a pas créé une sorte de fatigue, on va dire, bah, une fatigue, une certaine usure qui a justement précipité ton arrêt ces quelques années? Si, je pense que l'arrêt, il a été effectivement dû à ça, T'as à eu un ras-le-bol, quoi. Un un ras-le-bol de tout. ras-le-bol, un Hmm. poids trop lourd, et puis après des petites choses qui, bah, on va dire que on supporte moins parce qu'on a tellement la pression des résultats. Franchement, c'est lourd à supporter. C'est Hmm. très lourd à supporter, et c'est vrai que je pense que cet arrêt de 4 ans nous a fait le plus grand bien, et on revient plus du tout dans la même optique, comme je vous ai dit, plus cool, plus, on va dire, plus à profiter, à moins se prendre la tête, quoi. Donc, dans une optique de jouer, bien sûr, parce que ça, on peut pas passer outre, je pense, mais de jouer la gagne, mais d'une façon Alors, plus... déjà, ça passe obligatoirement par le nombre de pigeons. Parce que alors, il faut savoir que quand on a été champion de France, toute catégorie, on avait 300 pigeons l'hiver. Ouais, quand même. Ouais, 300 pigeons l'hiver, et ajouter à ça à peu près 25 couples de reproducteurs. ouais. Donc, c'était vraiment une grosse Voilà, colonie, hein. une grosse colonie, hein, parce Hmm. que bon, ben, il faut une équipe pour la vitesse demi-fond qui comporte à peu près 15 concours. Hmm. Donc, il faut quand même une belle petite équipe de veufs. Ensuite, il faut les yearlings qui seront là pour subvenir au futur, on va dire. Hmm. Et idem dans les autres catégories. Après, il y a la catégorie des fonds, et après, il y avait encore la catégorie des grands fonds. Enfin, un grand fonds chez nous, on va dire que ça se rapproche un petit peu des fonds, mais un pigeon de 500 va pas forcément à 750 à Non. Perpignan ou à Narbonne, hein. Donc, c'est Hmm. des souches différentes. Qui dit souches différentes dit bah,
reproducteurs différents, et puis tout se multiplie par le nombre de catégories que vous jouez, quoi. Ouais. Ouais, donc c'était vraiment. Maintenant, oui, que tu me dises tous ces chiffres-là, c'était vraiment tout pour Ah, la gagne, quoi. c'était vraiment, et puis c'était vraiment, je vous dis, tout était calculé, quoi. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'avais 7 semaines de vacances. Séverine, elle en avait 9. On allait jusqu'à poser nos semaines de vacances en quinconce pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison pour faire les volets, quoi. Mhm. Donc, c'était vraiment dans l'optique de réussir, quoi. Et donc, si tu peux en tirer quelques leçons, si demain quelqu'un te dit, écoute, Michael, moi je veux pas vivre de mes pigeons, mais je veux vivre pour mes pigeons, tout donner, faire beaucoup de sacrifices, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais que ça en vaut quand même la chandelle ou faut qu'il se chasse tout de suite ça de son esprit? Alors, euh, alors, on va voir les choses de deux façons. Il y a ça, il y a aussi la famille. La famille, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. Donc, il faut pas non plus passer à côté de ça. Nous, on a été jusqu'à un point de louper, d'avoir un enfant. Hmm. On a été tellement la tête dans le guidon qu'on n'y pensait même pas. Et puis, si j'avais pas freiné les choses, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas notre fils. C'est un exemple. Hmm. Donc, je pense qu'il faut quand même aujourd'hui faire la part des choses. En France, on reste quand même dans on va dire qu'à part deux, trois colombophiles, le reste, c'est de la passion. On n'est pas là pour gagner quoi que ce soit. Il y a rien à gagner en France. Il faut Hmm. bien se mettre ça dans la tête, hein. Euh, et puis, il faut faire ça avec passion. Et puis, savoir se limiter, savoir essayer de jongler aussi avec sa vie privée, je pense. D'accord. Donc avoir certes l'envie de gagner n'est pas néfaste pour le colombophile. Faire des sacrifices, ça va sans dire si on veut gagner, mais tout dans une certaine mesure. C'est bien ça, hein, C'est ouais. ça, tout à fait, tout à fait. Et puis aujourd'hui, il y a très peu de colombophiles qui essaient de s'aventurer dans toutes les catégories, hein. Hmm. Je pense que ceux-là, on peut les compter sur les doigts de la main dans un groupement. Il vaut mieux pour les jeunes qui démarrent essayer de se spécialiser dans une catégorie, être vraiment performant dans cette catégorie que de vouloir s'éparpiller un peu partout. Hmm. C'est trop lourd à porter. Bien sûr, Trop lourd à porter. je te rejoins là-dessus. Euh, ok, merci pour le palmarès. Tes débuts, tu nous as un peu parlé de ton grand-père et de... Donc c'était Monsieur Demac? C'était Monsieur Demain. Oui. D'accord. Donc ce monsieur-là, donc c'était un peu ton idole, tu m'as dit, ton, Oui, parce que ton chez nous, exemple à suivre. oui, tout à fait. Tu as investi chez lui pour des pigeons ou tes pigeons, les toutes premières origines, ça vient d'où? Alors justement, c'est là-dessus que je voulais qu'on rebondisse, donc ta question est très pertinente. Euh, alors en fait, ce monsieur, bah, comme bon, je vais pas vous apprendre, hein, c'est il gagnait tellement qu'il était jalousé, un peu détesté, enfin, il trichait, on lui trouvait toujours des choses, mais ça existe toujours aujourd'hui, hein, malheureusement. Et moi, je sais pas pourquoi, moi, non, moi, dans ma façon de penser, pour moi, c'était le meilleur. Et pour moi, je voulais absolument acquérir justement ces pigeons. Et je me rappelle, donc, le premier pigeon que j'ai eu de chez lui, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté à Noël. Mhm. Et donc, j'ai C'est une belle commencé comme histoire, ça. ça. C'est une belle Ouais, histoire. j'ai commencé comme ça à avoir un pigeon de chez lui. Après mes anniversaires, je mettais l'argent de côté, puis lors des ventes, j'essayais d'acquérir un de ces pigeons. Et j'ai construit ma volière sur ces pigeons. Mon grand-père aussi jouait avec ces pigeons, avec les pigeons de son papa. Donc voilà, moi, mon grand-père avait gagné aussi tous les championnats départementaux, donc je me suis dit, c'est quand même une base solide. Je pense qu'il faut démarrer avec de bons pigeons. Et je ne me suis jamais écarté de cette souche-là. Et aujourd'hui, ben, je vous donne un exemple. Par exemple, Monsieur Demain qui a eu un pigeon qui a terminé premier à ce pigeon national de fond. Mhm. Et nous, on a eu le petit-fils qui a terminé aussi premier à ce pigeon national de fond. Ah oui. Donc là, il y a quand même quelque chose qui parle, quoi. C'est Mhm. le grand-père et le petit-fils ont terminé 2 fois premier à ce pigeon national dans 2 colombiers différents. C'est pas rien. Ouais, c'est qu'il y a Ça vraiment prouve une bien souche, hein. aujourd'hui, voilà, ça prouve aujourd'hui que les souches de pigeons, moi j'ai cru en la sienne, mais il n'y a pas que lui qui jouait bien, hein. Il y en a plein de bonnes souches. Mais ce que je veux dire, c'est que les souches, pour moi, c'est ce qui vraiment est le plus important en colombophilie. Ça,
le pigeonnier et bien sûr les connaissances de l'amateur. Mais si on n'a pas de bons pigeons, un mauvais pigeon, on va dire, dans les mains d'un colombophile qui démarre, eh ben, il va galérer. Un bon pigeon, il peut toujours venir arracher un prix. Ça, C'est c'est... ce qui, moi, je pense qu'il faut partir de cette chose-là parce que ben, ceux qui ont fait du sport le comprennent. Parce que c'est comme quand on va faire une course à pied. Une course à pied, bon, bah, il y aura toujours y a une valeur sportive entre les concurrents. Les pigeons, c'est la même chose. Il y a des pigeons qui sont meilleurs que d'autres. C'est tout. Et ça, il faut le comprendre. Et pour moi, il faut partir sur de bonnes souches pour bien démarrer en colombophilie. Et justement, pour démarrer en colombophilie, est-ce que tu es pour justement les jeunes amateurs qui démarrent avec différentes bonnes origines ou vaut mieux que l'amateur se concentre sur une seule origine? Parce que j'ai toujours peur, moi, d'amateurs qui reçoivent un pigeon par-ci, deux pigeons par-là, un pigeon par ici. Justement que en accouplant tout ça, on casse justement un peu ce travail réalisé par chaque colombophile pour se cultiver une souche spécifique. Bah oui, je pense. Bon, on a tous démarré. On sait que quand on démarre, c'est vraiment très gentil. Tous les amateurs de la société donnent un jeune on va dire, pour faire ses armes, pour apprendre. Ça mange pas de pain, hein. Hmm. On joue les pigeonneaux, on regarde ce qui sort. Mais de la valeur de la volière de reproduction, je pense qu'avec trois souches maximum, c'est très bien, quoi. Ouais. Parce qu'après, après, on fait de la mayonnaise. Ouais, Après, je parlais des jeunes amateurs, mais aussi des amateurs plus confirmés. C'est C'est vrai pareil, que c'est pareil, c'est pareil. avoir. Introduire à droite, à gauche, à droite, à gauche, on fixe pas les 100. Hmm. Nous, aujourd'hui, 30 ans après, eh ben, oui, on achète des pigeons parce que on veut se faire plaisir et on cherche toujours le meilleur. Ça, c'est le but d'un colombophile. Hmm. Mais malgré tout, on travaille sur la souche principale. Et Ouais. la souche principale, elle est là, dans le pigeonnier. On a des reproducteurs de 10, 12 ans et on arrive à avoir des souches qui, en 3 générations, on va dire, ont 30 ans, quoi. On a Ouais. réussi à pas avoir non plus, quand on regarde aujourd'hui des pédigrés, bah, le jeune, les parents ont un certain âge, les grands-parents ont 1 an de plus, les arrière-grands-parents ont 2 ans de plus, et au final, sur 5 ans, il y a 5 générations de pigeons. Hmm. Moi, je crois aux vieilles souches. Là, aujourd'hui, on a repris en 2017, et ben, il n'y a pas photo, hein. Les pigeons qui retapent la tête, c'est les mêmes que quand on a C'est les arrêté. mêmes. Hmm. C'est les mêmes, c'est les mêmes. De toute façon, si c'est une souche on va dire, managée de la façon. En fait, moi, je pense que chaque souche marche en fonction de l'amateur entre qui. Ouais. Aussi. Je pense qu'il faut que la souche s'habitue à l'amateur. Ça, c'est une certitude. Il y a Il y des a des souches gens qui très, aiment. très dures. Je vois, des fois, je me demande si nous, Français, qui jouons, on va dire, au maximum 900, 1000 km pour les plus longues distances, euh, je me demande si des fois, en investissant chez des très longues distances hollandaises, justement, si on n'arrive pas à tirer le meilleur des pigeons hollandais. Parce que ce sont quand même des souches qui sont conçues qui ne volent pas très rapidement, ça on le sait, mais qui sont très très endurantes. Et C'est ça. justement, jouer sur des distances de, on va dire, en moyenne 700, maximum 800, hein, je pense que c'est la moyenne nationale sur les inters. Je pense que on n'arrive pas à en tirer le meilleur de cette souche. C'est mon. Bah, on peut s'apercevoir, enfin moi je regarde un petit peu, je suis ça comme tout le monde, je fouine sur Internet, j'essaye de regarder aujourd'hui les joueurs d'internationaux. C'est vrai qu'on retrouve quand même pas mal de pigeons de hollandais, Hmm. mais pas forcément des purs. Pas Non, forcément des purs. Il y a eu un croisement qui s'est fait pour aussi conserver la vitesse du pigeon. Parce qu'aujourd'hui, bah, nous, on est point avant. Si on voulait jouer les inters, ouais, on est point avant. Point avant, il faut bien se dire quelque chose. À 17 heures, si on n'a pas le pigeon, on est battu. ça c'est sûr. On est battu. Donc automatiquement, des pigeons qui ne volent pas vite, c'est pas la peine. Nous, on est situé, moi je crois plus à des pigeons de fond d'un jour. C'est pour ça qu'on a toujours investi comme ça. Après, ramener un petit peu de sang hollandais pour durcir la chose,
Je pense que ça sera que du positif. Mais malgré tout, il faut garder une souche rapide. Ouais. Après, les gens qui habitent à la frontière, ils ont quand même 150 km de plus. C'est tout de suite 2 heures, 2 heures et demie de plus. Donc là, il y a peut-être un palier qui se fait que faut des pigeons plus endurants, je pense. Peut-être, peut-être. Mais je pense que c'est très important avant de rechercher des sangs qui sont, on va dire, très éloignés, on va dire, de ce qu'on peut retrouver dans son secteur. Il est quand même important d'essayer d'investir dans des très bons amateurs dans le secteur, ou du moins dans le palier de kilomètres dans lequel on joue, avant Je pense, d'essayer je pense aussi. Je pense d'aller aussi. chercher midi à 14 heures dans des origines très éloignées, quoi. Je pense aussi, et surtout au niveau, il faut pas se voiler la face, aussi au niveau de la bourse, c'est pas les mêmes prix, quoi. Ouais. Aujourd'hui, un très bon amateur français, on peut acquérir des pigeons à des prix plus que corrects, quoi. Oui, et puis de ses meilleures origines, parce que En après, plus, en plus, pour le même plus. prix, si on va Ah, chez un colombophile qui fait beaucoup de commerce avec ses pigeonneaux, on ne sait pas sur quoi tomber. tout à fait. Ouais. Écoute, Michael, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton équipe de jeu alors pour 2020? Là, on a parlé un peu du passé, on va se tourner un peu vers le futur, plus ou moins proche, hein, avec le Corona, on ne sait quoi s'attendre cette année. Mais si tu peux au moins nous présenter ton équipe pour 2020. Alors pour cette année, nous avons 24 mâles de 2 ans et 3 ans pour les concours de vitesse demi-fond, donc jusqu'à 400 km. Ensuite, nous avons une équipe de 12 veufs de 2 ans pour les concours un petit peu plus loin. Et ensuite, nous avons 50 yearlings joués aux célibataires. Donc sur perchoir. Alors, pas sur perchoir, sur demi-casier de veuvage. D'accord, Donc, ok. on coupe la case en deux et on met un petit carton dans le milieu pour pas qu'ils se chamaillent. Mhm. Et on les joue aux célibataires. Alors, ça permet, alors comme on est encore en cours de redémarrage, hein, là, on a vraiment une très, très jeune colonie. Donc là, ça permet d'avoir, on va dire, le double de pigeons, quoi. Si je les mets au veuvage, je vais en avoir 24. Là, je peux en jouer 48. D'accord, ouais. Donc, on balance quelques femelles avant. Alors, pas sur les premiers concours parce que ça les rend complètement fous. C'est des jeunes pigeons, sont pleins de fougue, mais au bout du troisième, quatrième concours, on commence à glisser 5-6 femelles dans le colombier avant le concours pour pouvoir déjà leur faire comprendre un petit peu on va dire le métier du veuvage, quoi. Ouais, ouais. Et ensuite, nous avons pour le moment 50 jeunes. On devait monter à 80, mais bon, on attend un petit peu les directives concernant le coronavirus parce que ça Ouais. sert à rien de baguer pour les tuer à la fin d'année, hein. Non, c'est pas évident, hein. Pas évident, hein. Non, c'est vraiment, On est un vraiment peu triste. tous dans le flou, hein. Ouais, très triste pour tout le monde, quoi. Surtout que euh, c'est malheureux parce qu'on a attendu là ce beau soleil pendant une très longue période où il a plu, il a fait du vent, il a fait froid, etc. Et quand les beaux jours sont arrivés, le coronavirus est arrivé avec lui, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose, ouais, de très triste, hein. Hein, ouais, c'est un peu bizarre. C'est une année très très particulière, je trouve. Croisons les doigts pour que ça s'améliore et qu'on puisse au moins jouer 2 mois minimum pour au moins faire un tri dans les colombiers, quoi. C'est ça, c'est ça, parce que après, ouais, ça risque d'être assez compliqué à manager tout ça pour l'hiver, quoi. Mm, mm. Euh, J'en profite que je t'ai en interview. J'ai vu sur Francolon que tu réalises une très belle vente avec de très belles origines. Est-ce que tu peux m'en toucher deux mots de cette vente, me la présenter? Oui, donc on a décidé, on avait été déjà contacté plusieurs fois par Monsieur Boitel pour savoir si on voulait mettre quelques pigeons. Et comme l'année dernière, on a fait une année exceptionnelle, on s'est dit qu'on allait mettre en vente donc les jeunes issus vraiment des tout meilleurs voyageurs de l'année dernière. Donc on va y retrouver dans cette vente les jeunes de nos 5 inscrits de pigeons de demi-fond qui nous ont fait gagner le championnat demi-fond groupement. On va aussi retrouver 2 jeunes du deuxième fédéral Souillac, dans plus de 3200 pigeons. Et on va retrouver aussi les jeunes des meilleurs yearlings de l'année dernière, donc des yearlings qui ont tous fait
11 sur 11, 12 sur 12 ou 10 prix sur 10 au niveau engagement, quoi. Donc, t'as vraiment essayé de sélectionner tes meilleurs voyageurs par rapport à leurs résultats et C'est ça. essayer C'est ça. de proposer On toute a une... vraiment pris la crème, quoi. Vraiment pris la crème, là. Je vous dis, c'est des pigeons qui n'ont pas loupé une bague. Pour la plupart, ils sont issus de nos souches qui nous ont fait remporter les championnats nationaux, donc les deux lignées de Rocky et Turbo, qui sont les lignées de chez Deminck. Et ensuite, on a aussi quelques nouveaux pigeons qu'on avait achetés lors de notre arrêt, parce qu'on participait au championnat des lofts. Donc, ça nous a permis quand même de continuer à sélectionner nos pigeons. Et de là, on a découvert quelques bonnes souches. Et du coup, là, on a 2-3 pigeons d'origine Vandenabel, Cassard, qui pointent déjà le bout de leur nez, quoi. C'est vrai que tu me parles de ça. Moi, quand j'ai commencé, je voyais des fois, quelques fois sur Facebook ou sur d'autres sites colombophiles, quelques articles de toi sur les One Loft. Même des fois, dans certains résultats, je voyais ton nom. Euh, qu'est-ce que tu peux en dire des One Loft, ce que tu en as retenu? Bon alors, bah nous, on s'est dirigé, on va dire, dans ces courses-là parce que comme on avait décidé d'arrêter les Mhm. concours par ici, on s'est dit on va rester un pied dans la colombophilie. Ouais. Et donc, ça nous permettra aussi de continuer à trier les pigeons si un jour on veut rejouer. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Donc, on a commencé tranquillement. Et on s'est vite aperçu que les pointeurs de par ici ne tenaient pas forcément dans les lofts ou quelques exceptions, mais c'était plus les pigeons de fond, des origines, on va dire, qui se déclarent plus rapidement que d'autres. Ouais. Et au final, on s'est créé quelques coupes sur 3-4 ans qui nous ont permis d'acquérir de très très bons résultats. On a fini 21e au championnat FCI sur 4000 participants. Non, c'est bien, c'est très bien. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, principalement avec la lignée des Rockies. Et ben, ça, je pense que c'est quelque chose de très bien. Après, ça remplacera pas la colombophilie par elle-même, le fait de soigner ses pigeons, d'être dans ses pigeonniers. Mais c'est un moyen aussi de s'amuser. On a été visiter quelques lofts. Hmm. Non, c'est bien. Je trouve que c'est quelque chose qui se développe pas mal. Voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de l'organisation pour acheminer les pigeons. Ça reste des coûts corrects. Aujourd'hui, on trouve des lofts avec des inscriptions à partir de 60 euros. Non, moi, je trouve que ça mange pas de pain de mettre 2-3 pigeons pour voir la qualité de ces pigeons. Alors, certains disent que c'est de la merde parce que les pigeons, ils en perdent beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a 50% de pertes dans les on-loft, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez, il démarre d'une façon à entraîner et puis après, il ne s'arrête plus, quoi. Hmm. C'est marche ou crève et ils sont obligés de fonctionner comme ça parce qu'ils ont des dates à respecter et c'est les plus coriaces qui arrivent au bout, quoi. Et, Et c'est pour ça ouais. que les pigeons de fond dominent dans les on-loft. Ouais, je pense que il faut des sacrées origines très dures, très résistantes, parce que quand je pense, nous, à l'été qu'on a eu, j'imagine un peu la température qu'il devait faire, par exemple, au Portugal ou en Espagne. Tout à fait. Oui, je pense que... Et puis, parlons du relief, Ah, et puis alors, le... c'est très montagneux Ah par là, bah oui. hein. Hmm. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, on a été dans les trois pays. Les finales, les pigeons arrivent à 14, 15, 16 heures en plein cagnard. Il y a 35 degrés. Donc voilà, il y a Ouais. 400, 500 kilomètres à faire. Donc, mais bon, après, comme on dit, il y a des gens qui préféreraient voir plus de pigeons arriver, mais voir un paquet de 100 arriver ensemble, c'est pas. Enfin, je veux dire, je trouve que ça serait pas non plus trop formidable. Ça serait le plus rapide Ouais, qui ça remporterait. serait la loterie, là. Ouais, là, c'est une vraie sélection. Celui qui a réussi à faire tous les entraînements, tous les courses préparatoires, puis que le jour de la finale est là, donc c'est qu'il l'a mérité, je pense. Hmm. C'est vrai. C'est vrai. Surtout pour les origines, euh, cultivées par des personnes qui sont du nord de la France, quoi. C'est quand même... Tout à fait,
tout à fait, tout à fait. Là, c'est vraiment la culture du pigeon même qui parle, parce que là, bon, là, on peut pas parler d'aide de favorisation au niveau du géographique, au Non, niveau c'est des sûr. soins, au niveau de quoi que ce soit. Ils arrivent tous au même endroit, ils ont tous la même nourriture, et voilà quoi. Donc là, c'est vraiment l'origine du pigeon qui cause. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être que dans des dizaines d'années, il restera peut-être plus que des One Loft, hein, peut-être. On sait C'est pas. possible, hein, parce que ça se développe vraiment beaucoup et on s'aperçoit que, ben, bon, nous en France, on va dire qu'on perd quand même pas mal de colombophiles. Hmm. Mais bon, on a un noyau dur. Ceux qui restent, ce sont des vrais passionnés. Donc, je pense qu'on a encore quelques belles années Oui, 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 avant oui. avant que tout ça s'arrête. Donc, Oui. Euh, bon, je pense qu'on a quand même fait une très belle présentation. On va partir sur ta méthode de jeu, ou du moins tes méthodes de jeu, hein, vu que tu joues toute distance. Si tu peux allez, m'expliquer ou me présenter du moins le déroulement d'une année de suivi sur ta colonie. Donc on va s'imaginer que la période des concours est finie. Nous sommes en septembre. Et donc qu'est-ce qui se passe dans tes colombiers? Ce que tu leur donnes? À quoi tu fais attention? Et puis tes objectifs, on va dire au mois le mois, quoi. bon, ben, alors, bon, quand les concours se terminent, on souffle un petit peu quand même, parce que 4 mois de concours, quand on le fait bien, c'est épuisant. Mais sinon, il faut repartir sur les chapeaux de roue, on va dire 15 jours après, quoi. Ouais. Quand je dis repartir sur les chapeaux de roue, c'est que la mue va arriver, c'est de réaccoupler, recaser les pigeons, pardon, les nouveaux pigeons qui vont être changés de pigeonnier. C'est tout ça qu'il faut remettre en place et ça doit se faire très vite, très rapidement. Plus vite c'est fait, plus vite le pigeon est acclimaté dans son nouveau milieu et mieux il sera pour la saison d'après. Quand je vois des colombophiles qui commencent à réaccoupler des pigeons au mois de février, 2 mois avant les concours, sans les avoir au préalable recasés, Hmm. automatiquement, ils ne peuvent pas avoir un bon début de saison parce que voilà, il y a peut-être des bagarres. Voilà, moi, le début de saison, il démarre le 15 février. On a 2 mois pour la préparer. Ces 2 mois-là, tout doit être carré. On n'a pas de temps à perdre. Ouais. Tout doit être bien, bien quadrillé, quoi. Donc, Et donc voilà, donc nous on fait la sélection déjà sur les concours, donc il n'y aura pas de sélection à la main. mhm. Moi, j'ai jamais été un grand colombiculteur, on va dire en main. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'il y avait des petits, des grands, des fourches écartées. Par exemple, notre premier aspigeon national, il avait une petite fourche écartée. Alors, c'était pas une fourche horrible, hein, Hmm. mais il y avait un petit écart. Donc, on préfère rester vraiment dans la sélection du résultat que la sélection à la main. D'accord. Donc, on sélectionne uniquement par rapport au résultat. Et ensuite, eh ben, on case nos pigeons pour qu'il y ait l'équipe. S'il y a 24 pigeons à barre, il y en aura 24 et pas 25. D'accord. Malheureusement, c'est un travail de sélection. Donc, qui dit sélection dit garder les meilleurs. Et donc les anans, tu les joues uniquement sur des vitesses et demi-fonds? Alors, les 1 an, oui, on les a toujours joués comme ça pour la simple et bonne raison que on joue au veuvage classique, c'est-à-dire qu'on ne joue que les mâles. Hmm. Et donc, les femelles sont jouées en pigeonneau, donc elles font tout le programme. Et les mâles ne sont très rarement joués, quelques-uns quand on veut essayer un nouvel accouplement. Sinon, ils sont systématiquement entraînés à bloc. Quand je dis entraînés à bloc, c'est à peu près 20-25 fois, Hmm. dont une fois un par un, le dernier à 80 km. Pa- Et de là ensuite, du coup, ben, en yearling, ils sont obligés de faire le travail qu'ils auraient dû faire en jeune. D'accord. C'est-à-dire, c'est plus de l'écolage, donc de une 10-12 concours pour leur apprendre le métier. Et puis, pour les pigeons de fond, pourquoi pas finir sur un fédéral, quoi. Parce que moi, ma petite question, hein, c'est comment tu fais pour, à la fin de leur année d'un an, s'ils ont fait des vitesses et des demi-fonds, comment tu fais pour après les répartir
par Ouais. distance ou... Bah là, justement, c'est uniquement sur les souches, quoi. Par Ouais, exemple, la souche de Turbo, c'est une souche qu'on a toujours laissée sur les 100-500 et les souches de Rocky qu'on allonge. Donc pour l'instant, on part comme ça. Et puis après, les nouveaux achats, bon ben voilà, si demain j'achète un pigeon de vitesse, ben on les accoupe sur nos vitesses. Si c'est un pigeon de fond, on les met sur les pigeons de fond et on les bascule comme ça dans les différents pigeonniers d'accord. selon les origines et non pas selon ce qu'ils font. Parce que je sais très bien qu'il y a des pigeons dans nos pigeons de vitesse demi-fond, je suis certain qu'il y a des pigeons qui peuvent être allongés, c'est sûr. Ouais. On en a la preuve dans des colombiers extérieurs de gens qui ont eu des pigeons chez nous qui les ont allongés puis qui disent ah bah j'ai fait un premier fédéral. Hmm. Ah, nous on les a jamais fait dépasser 400 km. D'accord, ok. Mais ça, après, on est bien obligé de faire comme ça parce que Bien sûr, ouais. moi, Hmm. j'aime bien que tout soit carré et je veux que les pigeons soient classés par catégorie dans chaque pigeonnier. Parce que la préparation, elle est plus facile. Si on commence à piocher 3 pigeons dans un pigeonnier et 3 dans l'autre, la préparation, c'est le foutoir. Et tu... T'es un an, tu voudrais pas faire par exemple un fédéral avec eux pour essayer de voir ce que ça donne tout de suite sur un fond en un an? Et ben là, maintenant, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire parce que avant, on visait vraiment les championnats, tout ça. Donc, on calculait. Enfin, c'était plus dans l'optique de vouloir conserver les bonnes origines pour les pousser plus tard. Hmm. Enfin, il y avait tout un calcul comme ça. Non, là, aujourd'hui, on se prend plus la tête avec tout ça. Donc, oui, je pense que le dernier fédéral, surtout que cette année, ils ont mis, nous, en deuxième région, un 400 km, 450, c'est très bien Hmm. pour sélectionner les yearlings, je pense que c'est très très bien. Je pense que ça peut aussi les apprendre, si on a la chance d'avoir un beau contingent, de Oui, commencer à les apprendre à se séparer un peu de la masse, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'en deuxième région, souvent quand c'est des concours de groupement, c'est des concours qui sont très rapides, mais ça n'apprend pas forcément le pigeon à faire un gros écart pour se séparer de la masse, quoi. Non, non, c'est vrai, ça reste Mm. dans un rayon, bah, le rayon du département, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que pour les pigeons, les gens qui veulent allonger par la suite, c'est bon de sélectionner. Après, il y a des gens qui tout de suite, on le voit bien chez les Hollandais, chez les spécialistes de joueurs de grand fond, ils n'hésitent pas à balancer leur yearling à 700-800 km. Mm. Après, ils jouent qu'une catégorie de jeu aussi. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Quand on joue qu'une catégorie de jeu, on peut tout de suite. Il y a plus de facilité dans la sélection de faire comme ça. Quand Ouais. on joue un peu tout, on doit aller un peu moins vite, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que je vois euh, un ami à moi, Gérard Ledoux, qui joue uniquement les inters. C'est un an, passe obligatoirement par une étape de grand fond, quoi. Enfin, ou du moins par un inter. Oui, bien sûr. Bah, de Parce toute que, façon, Gérard, ce sont vraiment des spécialistes depuis une vingtaine d'années et hmm, aujourd'hui, leur méthode de sélection est très bonne, ouais, puisque de toute façon, il suffit de regarder leurs résultats, hein. Donc, je pense qu'il faut y passer. Après, nous, on n'est pas encore non plus dans cette optique d'internationaux pour le moment. Si on en joue, c'est un ou deux pour le plaisir, mais voilà, donc si vous voulez faire des pigeons de fédéraux, déjà, ils ont 6 concours à aligner tous les 15 jours. C'est pas encore la même sélection non, pour nous. c'est vrai, c'est vrai. Euh, la mue. Là, donc tu m'as dit que Alors t'aimais là, bien on que est sur la tout période soit de mue, carré. T'aimes bien que c'est tout soit ça, carré, tout le monde a son casier. Maintenant, c'est place ça. à la mue. Ce que tu fais. Alors nous, pendant la mue, alors nous, il faut savoir qu'on adopte des choses très simples. Ça fait 30 ans qu'on adopte ces choses-là au niveau de l'alimentation et des produits complémentaires. Et ça fait 30 ans qu'on a de bons résultats et que je ne vois pas l'utilité de changer. Alors, il y a plein de nouveaux produits qui sortent. Je ne dis pas que ce sont des mauvais produits, hein. Loin de là, il y a des très très bons produits. Mais quand on a une façon de faire avec des produits, on va dire, qui coûtent moins cher, moi, je ne vois pas l'utilité de se prendre la tête. C'est sûr, c'est sûr. Donc, nous, la mue, elle se passe ainsi. Et c'est toujours comme ça. Le lundi, ils ont du thé. Et ça, ils l'ont tous les lundis, les 52 semaines de l'année. Ils ont du thé le lundi. Pour la mue, ils ont du vinaigre de cidre le mercredi. Ils ont
de l'huile d'ail, de la levure de bière et de l'huile de foie de morue le vendredi. Et ils ont du cédochol le dimanche. Voilà les 4 jours pour la mue, avec bien sûr un mélange mue approprié commercial. Alors nous, on utilise le Matador et le Mariman. D'accord. Des mélanges que tu, Ouais, tu mélanges entre eux ou? ouais, j'aime bien 2 firmes différentes parce que je pense que les graines ne viennent pas forcément du même endroit et puis ça peut être complémentaire. Il y a toujours du mieux dans un mélange et du moins bon dans l'autre. Le complément des deux, je trouve que c'est pas mal. Jean-Philippe, justement, Jean-Philippe Leroy nous disait la même chose hein, la semaine dernière. Il aimait lui Ouais, aussi, bon lui c'était pendant la période des concours, tu nous diras si tu fais pareil, mais il aimait aussi lui mélanger plusieurs, tout à fait, tout à plusieurs fait. variétés, plusieurs mélanges. Ouais. Donc Euh, ensuite, on passe Accouplement, enfin, je reviens juste pour terminer sur la mue. vas-y. À la fin des concours, donc on passe à un repas par jour pour avoir moins de travail. Les veufs nourris à la case ont 2 cuillères par jour, et puis les autres, c'est à la gamelle, mais toujours dosé 2 cuillères par pigeon. Même en période de mue où ils ont besoin de beaucoup Ah, de... après, je- moi, je- c'est moi qui nourris la colonie, et depuis tout le temps, j'ai beaucoup observé les pigeons. Donc, quand ils ont faim, je bombe ma cuillère. Quand ils Ouais. ont moins faim, je la diminue. La cuillère, c'est un repère. Après, je peux doubler la dose avec la cuillère. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm, mhm. C'est le pigeon qui parle, hein, de toute manière. Hein, que s'il se jette sur le godet, c'est qu'il n'en a pas eu assez. S'il Ouais. reste 2 centimètres de grain au fond du godet, c'est qu'il en a eu trop. C'est tout D'accord. simple. Ok. Donc voilà, après, quelqu'un qui a l'habitude de voir ça, mais c'est quand même, j'ai toujours quand même ma cuillère. Euh, est-ce que tu fais un élevage hivernal ou pas? Alors, les reproducteurs, on les accouple le mi-décembre. On les Mi-décembre? accoupe pas fin novembre, on décale de 3 semaines. Comme ça, au niveau des soins, on va dire que ça recule de 3 semaines parce que sinon, on va dire que les jeunes sont sevrés en janvier. En janvier, les journées sont difficiles, les journées sont courtes, on n'arrive pas à bien s'occuper des pigeonneaux comme il faut, de les lâcher. Donc, je préfère décaler pour arriver un petit peu plus sur le printemps, quoi, les beaux jours. Donc avec tes repros alors. Juste avec les reproducteurs. D'accord. Donc Les c'est... voyageurs élèvent un jeune après les concours, qu'ils Mhm. élèveront jusqu'au bout. Ensuite, on les fait recouver 10 jours et ensuite on les sépare pour être réaccouplés avant les périodes de concours. Ok. L'intérêt de cet élevage hivernal, c'est pour essayer de... Ces pigeonneaux-là, tu essayes de les jouer différemment de... Du tout, du tout. Non? Non, 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 du tout. Du tout. D'ailleurs, j'en vois même pas l'utilité. Pour moi, les meilleurs pigeonneaux, c'est les pigeonneaux du printemps, enfin du printemps. Les pigeonneaux des couples de voyageurs qu'on accouple début février, là, pour moi, c'est les meilleurs parce qu'ils poussent dans de meilleures conditions. On a le temps de s'en occuper, ils sortent régulièrement et je pense que, enfin, il n'y a pas grand intérêt à le faire. Mhm. Moi, nous, on le fait aussi parce que tous les ans, on change nos couples de reproducteurs. Oui. Et souvent, la première tournée, on a un petit peu de loupé, quoi. D'accord. Donc, voilà. Ça permet d'avoir la deuxième tournée, on va dire, vraiment opérationnelle quand on en a besoin. Ouais, puis c'est aussi, je pense, beaucoup d'amateurs le font aussi parce que, bah, au bout d'un moment, on est aussi, on a envie Aussi, de retrouver aussi un c'est peu vrai. le management de nos pigeons, quoi, de passer du temps Bien avec sûr, eux. bien sûr. Bien sûr, c'est bien sûr. Après, dans le Nord, c'est vrai qu'ils ont des concours qui durent 3 semaines plus longtemps que nous. Ils ont des concours à 500-600 km. Donc, eux, ils ont besoin peut-être d'avoir des pigeonneaux hâtifs, qui ont besoin d'avoir plus d'endurance, d'être mieux en mue. Mais par chez nous, des pigeonneaux qui sont joués de mi-juin à début août, des pigeonneaux de printemps font très bien l'affaire aussi. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'as dit l'élevage hivernal uniquement avec tes reproducteurs. Tu en fais des accouplements en février ou pas? Ah bah alors après, en février, ça va être automatiquement les veufs qui vont être réaccouplés. Donc là, les accouplements, ils ont déjà été faits après les concours. Ah oui, donc du coup, c'est vrai que tu dois avoir un très bon pourcentage de réalisation d'accouplement. Alors l'accouplement doit relativement bien se passer du coup.
Ah bah, là, par exemple, cette année, le neuvième jour, on avait 38 œufs sur 40. Ouais. Ça, c'est vrai que Donc, réaliser le préaccouplement en fin de saison et pourquoi pas des fois faire des rappels durant l'hiver, ça évite beaucoup, beaucoup de soucis au printemps, hein. bah, bien sûr, les pigeons sont déjà ils sont déjà acclimatés aux pigeonniers. Les couples, ils se battent pas. Et puis, la température, bien souvent, est plus ou moins bonne. Mais de toute manière, les jours sont rallongés, donc les pontes sont meilleures. Et ça fait, enfin, on a toujours fait comme ça. Et c'est vrai qu'on a un meilleur taux de réussite. Et la saison, elle se lance correctement sans problème. Parce que quel souci ça donne quand même quand on a un veuf, souvent un veuf C'est terrible. de 2 ans qui fout un bordel monstre dans les C'est terrible. accouplements, c'est... C'est terrible et ça peut jouer pour moi, ça peut nuire à une saison, hein. Hmm, Ça peut aller vite. Un veuf qui prend le casier du dessus et le casier du dessous, si c'est des bons veufs, on peut perdre tout de suite deux très bons pigeons, bêtement parce qu'on n'a pas fait le travail avant. ouais. Et au contraire, si ce veuf-là, on l'enferme alors que tous les autres sont libérés, etc., on peut aussi lui casser le moral, entre guillemets, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ce fameux, parce que souvent ça arrive hein, pour les personnes, moi j'en ai fait aussi les frais, on est vraiment énervé hein, après entre guillemets, ce foutu pigeon qui fout la zizanie dans le colombier alors que tout pourrait très bien se dérouler, quoi. Ah, il y a des pigeons de caractère et puis Mm. c'est parfois difficile. Mais Faut être patient, il c'est faut vrai que être c'est la faute patient. de l'amateur. C'est vrai, il faut être patient, il faut être là pour le comprendre. Bien souvent, enfin, quand on a réussi à lui faire prendre sa case, les premières minutes sont primordiales parce que quand on lui ouvre sa case, on peut tout de suite s'apercevoir que le veuf, il va essayer d'aller titiller les autres. Mm. Si vous êtes là pour le retirer, moi j'ai déjà vu prendre un pigeon, le retirer 10 ou 20 fois d'affilée en 5 minutes de temps. C'est vrai. Au bout d'un moment, il plie. Au bout d'un moment, il plie. Mais il y en a quelques-uns comme ça qui sont durs en caractère et on est obligé d'être là pour surveiller ça. Sinon, c'est une fois qu'il a battu celui du dessus ou celui du dessous, c'est fichu. C'est vrai. Niveau complément alimentaire pour la reproduction, du coup, pour tes accouplements, tu utilises quoi? Alors pour la reproduction, on va dire l'essentiel, c'est le grit, hein. Le grit, on y porte vraiment beaucoup d'attention. Hmm. On achète trois, quatre grits différents, on rajoute de la pierre rouge, on rajoute de l'algue de mer, des coquilles d'huîtres. Et ça, déjà, c'est la base d'avoir un pigeonnier de reproduction en ordre. Après, une vitamine, peu importe la marque, nous on utilise Naturavit de Natural depuis 30 ans. Pourquoi celle-là? Parce que c'était celle-là que mon grand-père donnait, tout simplement. Même pour On tes aurait, voyageurs? même pour les voyageurs. Ouais, ouais. Même pour les voyageurs, c'est une vitamine vraiment qui est vieille comme le monde. Et puis, bah voilà, c'est une vitamine qu'on utilise et elle coûte pas cher et moi, elle me va bien, quoi. Donc des vitamines et du grit en quantité et à C'est volonté, ça. C'est ça. Et rien d'autre, rien d'autre, rien rien de d'autre. particulier. Ils ont toujours le thé comme les voyageurs tous les lundis. Ça, c'est systématique. Ça, Hmm. toute la colonie là, tous les lundis. Donc, le thé, on achète 5 thés différents de 5 firmes différents. Alors, les 5, je sais je les connais pas tous parce que c'est Séverine qui s'occupe de ça. Il y a Colombine, Natural, c'est sûr. Il y a la Bax, là, celle avec les plantes. Hmm. Et après, les autres, je sais pas. Je sais qu'on en achète 5, comme ça, comme le mélange, je pense que tout ça, ça se complète. Et puis on mélange et on donne la dose pour 1 litre, quoi. Tu as l'air de prêter vraiment attention à ce thé euh, que tu Pour moi, donnes. c'est primordial. Donc Pour moi, c'est primordial. tout, C'est un drainant, ouais. c'est bénéfique. Et moi-même, je bois régulièrement du thé. Pour moi, le thé, c'est primordial. Et c'est naturel. Et c'est ce qui va assainir les intestins du pigeon. Et pour moi, c'est le numéro un. Ça, je louperai pas le lundi. C'est impossible, impossible. Donc si tu devrais garder qu'un complément, ça serait celui-là, quoi. Ça serait le thé, oui. Ça serait le thé. Si j'en avais qu'un, ça serait le thé. Après, l'ail est très importante aussi. L'ail,
Là, c'est très important pour ses effets bénéfiques. On les connaît, hein. Ça va combattre les vers, c'est pareil, ça va nettoyer le pigeon, ça va. C'est des produits naturels, tout ça. Tu peux nous expliquer, Al, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, la période des concours, des entraînements jusque la préparation de tes principales épreuves. Donc toi tu joues tout le championnat, c'est bien ça? Oui, oui, on joue tous les concours. Donc Là, tu... depuis qu'on a repris, pour l'instant, on peut pas amener trop de pigeons dans les concours fédéraux parce on n'en a pas assez. Hmm. Et puis on construit doucement. Mais par la suite, oui, on aura une petite équipe de 24 veufs pour les vitesses demi-fond et 24 veufs pour les fédéraux. Est-ce que ton objectif c'est le championnat ou ton objectif c'est quand même quelques étapes particulières durant le championnat? Bah là, on s'était dit qu'on jouerait plus les championnats et puis on est entouré d'une bande de copains, ils vont se reconnaître, ils vont rigoler, des petits jeunes, enfin petits jeunes, ils ont 30 ans, mais très motivés et puis qui nous motivent. Donc voilà, par exemple cette année, on jouait sans trop regarder et puis un mois et demi avant la fin, ils nous ont dit t'es en tête dans les championnats. Donc là, automatiquement, bah c'est humain, hein, on se Hmm. retourne pour calculer et puis on se dit bah pourquoi pas quoi. Mais voilà. C'est parce qu'on a été un petit peu entraîné par les copains. Et après, c'est sûr que de jouer un championnat, c'est quand même bien, mais il faut pas s'en rendre malade parce que le problème, il est là. Quand on commence à jouer un championnat, on va louper un point, on va s'énerver alors qu'on a une très belle tombée. Ouais. Voilà, moi, c'est ça que je veux pas reconnaître, enfin retrouver par rapport à ce qu'on avait avant. C'est que je veux apprécier les arrivées de pigeons. Quand on a des belles tombées, il faut savoir l'apprécier. Puis s'il y a que 2 inscrits, eh ben il y a que 2 inscrits, c'est tout. C'est voilà, parce que sinon on se prend la tête et pour moi, on prend pas le bon du concours. C'est vrai que c'est quand même des moments très rageants pour l'amateur quand il voit venir des pigeons qui ne sont pas qui sont pas marqués. Tout de suite, on se dit mais comment j'ai fait pour le louper quoi? Je l'ai pas vu, il était en forme, je l'ai pas vu ou et voilà quoi. Bien sûr, bien sûr. Hmm. Après, voilà. Mais c'est là que je pense que les colombophiles, on a tous des œillères et qu'on est tous fixés sur ces choses-là, les championnats, les classements, et qu'au final, on respecte pas assez le pigeon. Ouais, Pour moi, on respecte pas assez le pigeon. Et quelqu'un qui fait du sport va le comprendre. Demain, vous courez un marathon. Vous courez un marathon, si vous arrivez 5000 sur 10 000, c'est une belle perf. hmm. Voilà, au pigeon, on va plutôt dire il a loupé, il n'a pas fait prime, mais il a quand même volé. Cette bête a volé, elle a donné le meilleur d'elle-même et ça, on ne le respecte pas assez. Après, je sais bien que c'est de la compétition, mais voilà, faut quand même respecter le pigeon. Il y a des pigeons qui font des performances. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on va être dans un tournant de la colombophilie où il y a de moins en moins de pigeons dans les concours. Et moi, je vais proposer de passer à un prix par trois parce que je trouve que les concours vont trop vite et ça permettra de voir aussi des amateurs qui ne se voient jamais sur les résultats voir leur nom. Moi, je ne vois pas pourquoi on classerait aujourd'hui un prix par 4 alors que les concours durent 5 minutes. On peut Ouais. passer à un prix par 3, ça permettra. Et celui qui voudra sélectionner dur, il sélectionnera toujours dur. Mais ça permettra de prendre plus de plaisir et je pense que ça pourra aussi motiver les gens qui font un peu moins de prix. C'est vrai, pourquoi pas. C'est vrai que moi c'est des Et en choses que Belgique, ils y sont déjà, hein. Là, je regardais un ami à moi. Ils jouent, bon, ils ont des petits concours à 500 pigeons, donc Hmm. comme nous, dans les vitesses. Et ils sont à un prix par deux en Belgique. C'est-à-dire 500 pigeons, 250 classés. Et ça dure un quart d'heure. D'accord. Donc voilà, voilà. Mais en attendant, il y a des gens qui se voient sur les résultats, ils sont contents. Parce que là, le fait de toujours prendre le résultat et de ne pas se voir dessus, c'est ça qui fait perdre des colombophiles. Bah oui, 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 c'est sûr. Et surtout si des fois ça peut aussi créer un certain malaise ou une certaine jalousie quand, Voilà, bien sûr. quand bah, par exemple il y a une très grosse colonie dans le secteur et où on voit justement sur le résultat ou si un amateur n'est pas sur le résultat et il voit l'amateur de la grosse colonie qui a beaucoup de prix, forcément s'il a beaucoup de pigeons. Mais je pense que ça, c'est vrai que ça peut faire un réel déséquilibre entre les deux personnes, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, après, c'est démotivant. C'est obligatoire, c'est humain, c'est démotivant. Hmm. Donc ça, je pense que ça, c'est à la Fédération nationale aussi de prendre un petit peu ses responsabilités et de voir ces choses-là. Parce que si on laisse faire, eh ben voilà, ça peut aller très vite aussi le déclin. Il y a des choses à amener, il y a des choses, c'est des petits détails. Ça, pour moi, c'est un petit détail qui, je suis certain, apportera que du positif. Ça serait intéressant, ça demanderait peut-être à être approfondi. Peut-être que j'essaierai de trouver des invités pour en discuter. Sinon, revenons à l'alimentation. L'alimentation durant les concours. Comment tu... Ben, ton pigeon est rentré. Bien sûr, je pense que c'est du thé pour le lundi. Alors, Alors, on va partir du jour du retour, qui est quand Ouais. même important aussi. Donc, le jour du retour, on administre dans l'eau de boisson du Récuplite, qui est une électrolyte classique qui existe aussi depuis très longtemps de chez Europharma. Mhm. Et à ça, on ajoute du sport à volonté, c'est-à-dire le pigeon, quand il revient, que ce soit d'un vitesse, d'un demi-fond ou d'un fond, il peut prendre ce qu'il veut au retour. D'accord. Donc, j'en mets pas des quantités exceptionnelles. Je lui mets le double de ce qu'il peut manger. Et puis, le soir, je vide les godets. Ok. Ensuite, le lundi, on est en phase de récupération. Donc là, les pigeons passent à un mélange 100% dépuratif avec du thé pour nettoyer tout ce qu'ils ont acquéri pendant la course et enlever les déchets du corps. Mhm. Après, c'est du basique, hein. Tout ce que je vais vous raconter, c'est connu. C'est pour ça que je vous disais que nous, c'est une méthode simple, mais pour moi, c'est les méthodes les plus simples, les meilleures. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ensuite, le mardi et le mercredi, on passe à un mélange 50-50, avec 50% de sport et 50% de dépuratif. Et le jeudi, vendredi, ils ont du sport. D'accord. Du Le sport. samedi matin, alors le samedi matin, comme on en loge le samedi pour le dimanche, le samedi matin, ils ont juste une cuillère à café de dessert. D'accord. Ok. Voilà. Alors après, tout à la cuillère. Tout à la cuillère. Donc, comme je vous dis, c'est le pigeon qui cause. Il y a des fois, il y a 10 degrés. Il y a des fois, il fait 20 degrés. C'est pas les mêmes quantités de grains. Et ça, c'est seul le pigeon qui vous le dit. Nous, on part sur la base d'une cuillère rase Mhm. et on voit par rapport à ce qui se passe dans la semaine. Donc, le mardi matin, ils ont leur cuillère. Si le mardi soir, je rentre dans le pigeonnier qu'ils ont laissé du grain, ils en ont moins. S'ils se jettent sur moi, ils en ont un peu plus. Donc C'est tout simple. pour les amateurs qui nous écoutent, qui vraiment les tout débutants, hein, on parle bien d'une cuillère à soupe, hein. D'une cuillère à soupe. Ouais. Pour Alors, pas qu'il y ait un amateur qui essaye ah, de nourrir à non, la non, non, cuillère avec une tout à cuillère à fait. Alors café. après, alors elle est assez grosse, ma cuillère. Maintenant, j'avais pesé une fois, ça correspond à peu près à 35 grammes journaliers. Une demi le matin, enfin une cuillère le matin, une cuillère le soir, ça ferait 18 grammes. En D'accord. gros, 18 grammes. Ok. Voilà. Pour toi, il y a un réel avantage de nourrir au casier? Alors, l'avantage, c'est qu'on voit pigeon par pigeon, justement, ce qu'il demande à manger. Parce que je pense qu'il y a des pigeons qui mangent plus que d'autres. Mhm. Et automatiquement, à la gamelle, c'est plus la méthode naturelle du débrouille-toi, pousse-toi. Et puis, celui qui est le plus balèze, il va manger les meilleures graines. Les autres, il aura ce qui reste. Là, Ouais. ils ont tous le même mélange, la même ration. Je pense que c'est un plus. Après. Pour les étapes de fond, est-ce que tu rajoutes quelque chose, tu changes quelque chose en particulier? Alors, alors, on prolonge la période du 50-50 beaucoup plus longtemps, puisque c'est sur Hmm. une période de 15 jours. Et là, on a une règle qu'on adapte, non, qu'on adopte, pardon, qui est de un repas de sport pour 100 km. Donc, c'est-à-dire que si on joue un concours de 500 km, on va donner 5 repas avant l'enlogement du sport. Si on joue un 700 km, on va donner 7 repas avant du sport. D'accord. Ok. Vous me suivez? Donc, ça fait pour un 500 km 2 jours et demi avant. Mhm. Tu, Ensuite, on tu finit rajoutes du maïs? alors, on rajoute beaucoup de maïs. Alors, même déjà pour les demi-fonds, on peut aller jusqu'à 40% de maïs pour les concours de 400 km et on monte jusqu'à 50% de maïs pour les concours de fond. D'accord. Ok. Voilà, le maïs, pour moi, c'est une graine, c'est un sucre lent. C'est ce que les pigeons consomment dans les premières heures de vol. Et donc, sur des étapes de 500 km,
ça passe, quoi. Les graines grasses, c'est pour allonger. Hmm. On les utilise que vraiment pour les grands concours. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon de ton suivi. Au niveau sanitaire, est-ce que tu vas voir régulièrement le vétérinaire ou... Alors, le vétérinaire, on y va quand vraiment on est pris à la gorge, Hmm. c'est-à-dire qu'on a un coup dur. Ça nous est arrivé deux, trois fois où on avait eu vraiment des coups durs avec des streptocoques, staphylocoques ou de la colibacilliose dans les pigeonniers. Hmm. Donc là, on a été obligé de consulter. Sinon, maintenant, avec l'expérience, on va dire que on arrive à se débrouiller. Ouais. Mais Tu... on suit aussi des choses particulières, c'est-à-dire que les pigeons, bon, comme tout le monde, sont vaccinés. Cette année, pour la première fois depuis 10 ans, on a revacciné contre la paramyxovirose. La C'est le paratyphose? docteur, ouais, pour la paratyphose, pardon, Ouais, c'est le docteur Lessen qui est venu à la maison. d'accord. Ça, c'est Séverine qui a voulu le faire parce que elle a trouvé qu'il y avait du moins bien dans nos résultats, dans les fédéraux, par rapport aux années où on le faisait. Il y a 10 ans en arrière, on trouvait le Colombovac paratyphus, Hmm. et donc on le faisait avec ce produit-là. Et il a été enlevé du marché. Et c'est vrai que les 5-6 années suivantes, on ne l'a pas fait. Et on a pu s'apercevoir qu'on a eu ces fameuses bricoles de streptocoque dans les pigeonniers. D'accord, ok. Au niveau de l'hygiène du pigeonnier, tu es très très maniaque ou tu es plus ou moins Alors, alors, les pigeons sont nettoyés ça fait 15 ans que c'est comme ça, même 20 ans. Ils sont nettoyés une fois par semaine. une fois par semaine, ouais. Hmm. Une fois par semaine, le week-end hors période concours et idem en période concours quand les pigeons sont plus dans les pigeonniers, ça facilite le nettoyage. Hmm. Par contre, on va dire, plus de place et de surface de colombier qu'on a de potentiel de pigeons. C'est-à-dire que les pigeons sont vraiment à leur aise dans les pigeonniers. On a vraiment peu de pigeons par pigeonnier. Il me semble, j'avais vu, il me semble un reportage. Chez toi, c'est plusieurs petits colombiers, hein, c'est ça, hein. Oui, alors on a des petits chalets, des petits abris de jardin Hmm. qu'on peut trouver partout, hein, dans les grandes surfaces, au champ, Castorama. Et à l'intérieur, oui, on a alors soit des pigeonneaux avec une volière à coller ou des équipes de veufs. Donc, dans un pigeonnier de 2,40 m de large par 2 mètres de profondeur, on a 12 veufs, comme dans un pigeonnier classique. Ouais, c'est. Ouais, Mais c'est sain, je trouve que c'est très Enfin, nous, on a une porte qu'on laisse entrouverte de 15-20 cm toute la journée. Je trouve que l'aération est meilleure que dans un pigeonnier classique. Plus d'air, pas de courant d'air, de la bonne air, on va dire. t'as réussi à trouver un système qui te convient Ouais, très un bien. réglage, voilà, c'est ça, un réglage qui fait que les pigeons sont très bien. Et par contre, quand ils volent, toute la poussière peut s'évacuer par la porte. Tandis que dans les pigeonniers, comme on a un grand pigeonnier Punt, eh ben, je trouve que c'est plus compliqué parce que l'aération, elle est déjà à 15 cm du plancher. Donc le pigeon, quand il vole, ça reste au sol. Hmm. Et voilà, quoi. Pour moi, c'est moins bien. D'accord. Mais ça doit te donner plus de travail, donc pour la boisson, l'alimentation, si à chaque fois tu dois changer de chalet de jardin comme ça. Ah oui, 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 on a la chance d'être à deux, hein. Ma femme Hmm. s'occupe, Séverine, elle est plus dans les tâches, on va dire, ingrates de la colombophilie, le nettoyage, les entraînements, les lâchers, et moi je suis plus dans le management, la préparation, la nourriture, tout ça, quoi. Mais à deux, automatiquement, ça divise par deux Ouais. le travail quand même. Hmm. Tu... Après, hors période, moi, par exemple, hors période, je vais au pigeonnier avant d'aller travailler, avec une petite lampe torche. Je donne à manger, à boire à mes pigeons. Ça me prend 45 minutes et terminé. Je rentre pas dans le pigeonnier de la journée, même le soir. Hmm. Je mets pas les pieds au pigeonnier de la période après la mue jusque tant qu'ils repartent au concours. Ouais, il y a beaucoup d'amateurs qui le font, qui essayent Ouais, je vraiment peux vous dire que de... ça fait du bien, ça fait du bien parce que Ouais. on sent moins l'effet d'obligation, de contrainte, tout ça, quoi. Hmm. Et ça fait du bien aussi, on a plus de temps avec la famille.
Et puis, au niveau des résultats, de toute manière, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à part leur donner à manger, à boire l'hiver? Si, gratter tous les jours, mais gratter tous les jours, c'est pas 10 crottes qui vont rendre malade un pigeon. Non, non, et puis au contraire, faut pas les laisser dans un environnement très sale, mais si durant l'hiver ils sont, on va dire, élevés de façon un peu plus dure, hein, je m'entends parler, Oui, c'est pas non plus un mal, hein, pour eux, hein. C'est pas ça qui bien va. sûr que non, bien sûr que non. Ce qu'il faut se concentrer, je pense, c'est passer une très bonne C'est mue, ça, c'est après ça. du C'est ça. repos, préparer les accouplements, et puis après, Voilà. durant le mois de février, commencer à repasser énormément de temps avec eux, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, refaire le minimum pour que tout se passe bien, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Tu peux me raconter un peu ton ou tes meilleurs souvenirs en colombophilie? Bah, les meilleurs souvenirs, j'en ai plein, hein. Mais il y en a celui vraiment le plus beau, c'est que quand on a gagné notre premier championnat fédéral avec Séverine, je jouais encore chez mon père. Et là-bas, on n'avait pas beaucoup de pigeons. J'avais que 8 veufs pour jouer les fédéraux. Et en plus, c'était les grandes années en deuxième région, hein. On avait du 10 000 pigeons par concours, enfin par concours, pas par concours, mais au premier concours toujours. On avait 10 000 pigeons et il y avait vraiment une grande densité de très bons amateurs. Et cette année-là, on a remporté le championnat de fond fédéral aux 5 inscrits, donc avec nos 8 malheureux pigeons devant toutes les grosses écuries de la deuxième région. Ah, c'est beau. Et c'était 5 pigeons de mon grand-père qui m'avaient bagué. Et bah, en plus, c'était la dernière année justement avant qu'il attrape sa maladie. Mhm. Et donc, on a pu partager ça avec lui. Et c'est vrai qu'avec Séverine, c'est vraiment le plus beau souvenir. Ah, c'est un très beau souvenir que tu nous partages. Surtout, Très beau souvenir. surtout un souvenir, quand même, gagner un championnat fédéral avec 8 veufs. Je pense que ouais, Et cette année-là, faut le faire. c'était une année où on a eu 5 concours avant Nord-Est. Et ben, je me rappelle de main qui avait arrêté au troisième concours parce que il y avait des pigeons qui restaient sur le carreau. Mhm. Et c'était des concours toujours où les premiers pigeons commençaient à tomber à 17 heures le soir. Donc c'était toujours dur, hein. Mhm. Et ben, on a eu la chance d'avoir ces 5 très bons pigeons de chez Pépé. Et voilà, c'est vraiment un souvenir inoubliable. En plus que je vous dis, il venait voir les arrivées parce que bah il faisait de la chimio et Mhm. c'était ses derniers instants. D'accord. Très très Ouais. très sympa ton souvenir. Tu tu t'es fixé un objectif particulier pour 2020? Enfin, du moins, là, avec cette épidémie qui nous touche toutes et tous, c'est un peu compliqué, mais du moins, si on revient 2 mois en arrière, tes objectifs pour la saison 2020, c'était quoi? Bah, c'était de refaire une bonne saison en vitesse demi-fond, comme on a bien joué l'année dernière, continuer sur la lancée, trier parmi nos 12 veufs de 2 ans pour essayer d'en trouver. On en a déjà deux, trois, il faudrait monter à 5, 6. Et puis, on va dire vraiment pour les fédéraux, on compte commencer à espérer faire quelque chose de bien, pas avant 2022, c'est long. Hmm. C'est beaucoup plus long dans les fédéraux que dans les vitesses demi-fond. Les vitesses demi-fond, un pigeon, il cause tout de suite. Ouais. Voilà, je ne vais pas vous apprendre, hein. Pour les concours de fond, à 2 ans, il commence à apprendre le métier vraiment, à part pour les gens qui les balancent en 1 an. Mais sinon, chez moi, c'est 2 ans. Et ensuite, c'est à 3, 4, 5, 6 où là, ce sont ses plus belles années, quoi. Donc, t'es encore Donc, ça vraiment prend du temps. ouais, dans une Alors, phase de, là, on de, est de dans une construction. phase de construction totale. Là, en vitesse demi-fond, je pense qu'on est à 80% de nos possibilités. Et en fond, on est à 20%. Je sais Mais, même pas, peut-être même pas. mais dis-moi, On a Mika, une grosse marge de progression à faire et on doit retrouver des bons pigeons. mais Michael, si t'es encore en phase de construction et que tu finis premier au championnat, du coup, Non, non, mais
Parce que là, automatiquement, on a fini premier au championnat groupement général parce que il y a une majorité de concours de vitesse demi-fond. Il y a les Ouais. pigeonneaux qui rentrent en compte et les fédéraux l'année dernière. En plus, il y en a eu 2 d'annulés. Hmm. Donc, ce qui veut dire que ça nous a servi pour se dire nos concurrents avaient déjà 2 cartouches en moins. Ouais. Sinon, on n'aurait pas été champion déjà. Voilà, il faut bien se regarder dans une glace et se dire les choses Non, mais telles qu'elles sont. c'est quand même beau, quoi. C'est quand même beau. C'est beau, c'est magnifique, on s'y attendait pas du tout. Franchement, on s'y attendait pas parce que quand on cherche des pigeons et puis on réfléchit pas à ça. Et Hmm. je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a gagné parce que on ne s'est pas mis cette pression de calcul de tout ça. Et je pense que les pigeons, ils le ressentent aussi. Et je pense que du coup, la victoire on savoure encore plus la victoire, du coup, je pense. Parce Ah qu'on oui, oui, on n'a pas oui. justement tous les travers durant la saison avec les prises de tête, les, C'est dé- les, ça, c'est ça. les déboires ou du moins les petites erreurs ou qu'on on en fait toute une montagne. Là, bon, Voilà, ben, c'est ça. on prend Tout plus de à fait, plaisir. Hmm. Et bien sûr. c'est vrai que c'est là où on voit que tu es quand même un sacré. T'es quand même une personne qui assez fin, hein, très minutieuse, parce que là où certaines personnes auraient pu dire, bon ben, on a gagné le championnat, on va rester comme ça et puis on verra bien. Toi, tu restes quand même dans une optique de construction et pour peaufiner encore ta souche, pour essayer d'améliorer encore tes résultats, quoi. Oui, bah, de toute façon, moi j'ai toujours aimé rechercher, on va dire, le travail du colombophile à la base, c'est de rechercher des bons pigeons, c'est la colombiculture. Hmm. Donc, moi je suis pas fin on va dire, enfin, c'est pas que je suis pas fin, c'est que je ne crois pas ou je n'aime pas ces histoires de consanguinité. Moi, j'ai toujours opté pour les croisements. Donc, c'est pour ça que je garde une souche à cette souche, je cherche d'autres souches et une fois qu'elle est, on va dire, capable de rivaliser avec les nôtres, là, on les met dans les nôtres, toujours en conservant ce pourcentage de 75% du pigeon qui provient de la souche de base et 25% de souche extérieure. Et D'accord. ça, moi, j'aime ce truc de chercher les croisements et voilà quoi. Essayer. Je suis pas non plus enfin, j'y suis plus dans l'optique de vouloir tout gagner. Non, ça m'intéresse Si jamais une origine que tu introduis ne marche pas, qu'est-ce que tu décides? Tu décides de supprimer la souche et les descendants ou tu Tout reproduis est quand tué. même sur les descendants? Tout est tué. Tout est tué, hein. De l'arbre jusqu'au fruit, Je pense que, jusqu'au dernier. ouais, je pense que c'est vraiment là le secret d'une personne qui veut travailler une souche. C'est que malheureusement, les personnes font des essais avec des pigeons et se rendent compte que ça ne donne rien de valable, mais ne suppriment pas l'entièreté de la C'est ça. descendance. Et il suffit qu'il y Et en ait 50% de cette mauvaise descendance qui est sur la bonne génétique de votre colonie, et c'est fichu, vous avez perdu 50% de la qualité de votre pigeon. ouais, et toutes les années de travail derrière. Et une fois qu'on l'a pu, se sent pur, eh ben, il faut repartir vraiment à zéro. Et Hmm. nous, moi, j'ai vraiment eu cette chance de partir avec des bons pigeons et je veux pas compromettre ce qu'on m'a donné, quoi. Ouais. Je veux pas faire n'importe quoi. Dis-moi un peu tes trois conseils que tu pourrais donner à un amateur, quel qu'il soit. Pour toi les trois choses les plus importantes en colombophilie. Bah, c'est déjà pour les débutants de bien démarrer, c'est-à-dire de bien s'entourer, essayer de s'entourer de personnes honnêtes, de personnes qui vont vous dire tout ce qu'ils font de A à Z, comme j'ai essayé de le faire dans le reportage. Nous, on n'a rien à cacher. Souvent, les gens qui viennent ici repartent souvent avec deux, trois feuilles parce qu'on leur énumère ce qu'on vient de vous dire au niveau des préparations. Donc, essayez de bien s'entourer, de bien démarrer avec une bonne base de pigeons et puis de démarrer avec déjà par les petits concours dans un premier temps. Parce que même si on veut se spécialiser dans le fond, je pense qu'il faut quand même acquérir les bases sur les petits concours. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les inters, c'est très dur. Il ne faut pas croire qu'on met des pigeons aux inters comme ça, en balançant. Il y a les gens qui aujourd'hui
sont performants dans les inters ont des décennies de colombophilie. On peut citer Gérard Ledoux, on peut citer Monsieur Dubois, on peut en citer plein. Ce sont que des monuments de la colombophilie. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut apprendre déjà doucement, doucement par les petits concours. Après, si on aime les fonds, on les met dans les fonds, mais il ne faut pas griller les étapes. Il ne faut pas tout de suite vouloir voir trop. Moi, ça, c'est moi. Enfin, après, les joueurs de fonds vont me dire non, il faut démarrer tout de suite dans les fonds. Mais quand même, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs d'internationaux, ça a été des très grands joueurs de vitesse demi-fond. Et M. Ledoux en fait partie. Je cite M. Ledoux parce que je le connais, parce que je joue dans le même coin que lui. Il y en a sûrement d'autres. Mais lui a été un grand joueur de vitesse demi-fond. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Voilà, et il sait préparer des pigeons. Voilà. Si on ne sait pas préparer un pigeon de vitesse demi-fond, comment on va savoir préparer un pigeon de grand fond? Ça, pour moi, c'est c'est le premier conseil que je donnerais aux colombophiles. Ensuite, le second, ça serait de surtout aussi prendre beaucoup de plaisir, organiser sa vie par rapport à la colombophilie, c'est-à-dire ne pas vouloir avoir plus de pigeons qu'on ne peut s'en occuper, et puis faire un équilibre entre le jeu de pigeons, la passion et puis sa vie privée. Parce que j'y suis passé, donc là-dessus, je peux donner ce conseil-là. Je pense qu'il faut bien trouver l'équilibre. Donc, si on peut récapituler, tu nous dis de prendre son temps, faire les choses bien et dans l'ordre, et de quand même garder une bonne partie ou du moins de garder une méthode de jeu qui procure beaucoup de plaisir avant tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et aussi bien s'entourer, essayer d'avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens honnêtes et qui essaient d'aider les jeunes colombophiles. Il faut pas être tiré vers le bas. Les gens qui tirent les autres vers le bas, c'est les gens qui ne réussissent pas. Il faut que les jeunes colombophiles essaient de se rapprocher des gens qui, pour moi, leur semblent honnêtes et puis vont leur donner beaucoup de conseils. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent justement de partager leurs expériences, leurs idées. Il faut vraiment qu'on arrive à se rassembler et pour essayer de casser un peu cette pente descendante de la colombophilie. Tout à fait. C'est important. C'est important. Tout à fait. Michael, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je voudrais juste remercier ma femme parce que il y en a beaucoup qui pensent qu'elle n'est pas trop, on va dire, investie dans la colombophilie, par jalousie, et bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui le savent ce qu'elle fait. Mais voilà, elle fait énormément et tous les résultats qu'on a obtenus, c'est grâce à elle. Des heures dans les pigeonniers. Et c'est vrai qu'elle n'est pas trop expressive, elle ne va pas parler facilement comme moi, mais c'est vraiment une bonne colombophile. Et puis, voilà. Donc, je la remercie pour tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez créé votre équipe, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De toute façon, le nom de Flavigny est venu parce que moi, il y a une transition qui s'est faite quand on a acheté la maison. Moi, j'ai continué à jouer chez mon père et elle a quand même joué pendant 2 ans tout seul ici à Fornival. Donc, c'est elle qui a monté la colonie toute seule. Et donc, voilà, on a toujours voulu garder ce nom-là. Et puis moi, c'est aussi une reconnaissance envers elle. D'accord, ok. Petit rappel. Et puis aussi, le dernier point, je l'ai dit en début de reportage, c'est de te féliciter toi pour tout ce que tu fais. Les photos, les reportages, ça amène beaucoup de positif dans notre sport. Et puis, c'est une très bonne initiative et bravo à toi. Merci Michael, c'est vraiment touchant de ta part. En échange, j'aimerais justement rappeler ta vente sur Francolon. Elle se termine quand? Alors, elle se termine dimanche. Elle se termine dimanche, donc n'hésitez voilà, pas. la vente, c'est anecdotique. Je veux pas qu'on pense que j'ai fait ce reportage pour faire de la publicité. On a essayé de mettre de bons pigeonneaux. C'est vrai que c'est très gentil à toi, on en a parlé. Maintenant, voilà, les gens qui nous connaissent ont déjà mis des petites mises. Voilà, c'est tout. On a mis ce qu'il y a de meilleur. Après, voilà, ça reste anecdotique. J'espère que les gens vont retenir tout ce que j'ai dit dans le reportage. Et s'ils ont besoin de plus de renseignements, ils peuvent me contacter sans souci.
Ouais. Et aussi préciser que le reportage de Jean-Philippe Leroy était aussi super. Je l'ai écouté et franchement, c'est un très bon colombophile aussi. C'est Donc, c'est- bravo, c'est- bravo aussi pour ce reportage. c'est très gentil alors, c'est très gentil pour lui, pour lui. Je te remercie beaucoup, Michael. Merci, hein, merci. Merci à toi, Valentin. Et bah, je te dis à bientôt. À bientôt et puis bonne continuation pour tes reportages. Merci, Michael. Au revoir.